tiens, j'ai un invité. Voilà, c'est une surprise, c'est une rencontre qu'on fait. Voilà, il est ici de New York. Alors attention, c'est la Révolution française à New York. C'est le projet. Son projet, c'est foutre la Révolution. The French Revolution. Hello, sir. Salut, comment ça va? Ah ben, ça va. Alors, The French Revolution, présente-toi à nous depuis Attends, je vais m'installer tranquillement et puis on va faire ça bien. Bah oui, c'est mieux de faire ça bien. Ok. Alors, salut tout le monde. Moi, c'est Fred Julan, aka French Revolution. Alors, je suis un boxeur professionnel en mi-lourd. Ça va faire maintenant presque 10 ans que je suis aux États-Unis, à New York. Et on est à la poursuite, non pas d'une, mais de 2 ceintures mondiales. Ah, mais pourquoi pas 4? Allez, tant qu'on est. Ouais, mais moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est la WBC et laquelle. C'est quoi la rouge? C'est la WBO? C'est les IBF. IBF? Celle qui l'a. Oh, peut-être WBA aussi, elle est rouge. Je voulais prendre celle de Joshua Buatsi. C'est pas l'IBF? Ça doit être WBA, je crois. Ah, ok. Donc, ouais, voilà, on est là pour. On n'est pas là pour défendre des post-it, quoi. On est là pour faire du lourd. Puis voilà. Donc, tu as déjà dans ton viseur, tu viens de nous annoncer que Boîtier est dans ton viseur. Boîtier, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont appelés quand toutes les gyms elles étaient fermées à New York. Et, il y a combien de temps de ça? Tu pourrais nous dire? C'était en août. D'accord. Il n'y a pas si longtemps. Donc, évidemment, je m'entraînais avec les moyens du bord. Donc, pour un championnat du monde en 2 semaines, tu peux le prendre et puis te faire voler, ou bien tu peux aller là-bas prêt et le mettre KO, quoi, tu vois. Et puis, n'oublie pas, Fred, ce qui s'est passé avec Boîtier, avec le boxeur canadien, dernièrement, qui est de l'Alberta, merde, j'oublie son nom. Il se fait carotter. Regarde, l'un des derniers combats de Boîtier. Ah, qu'ils l'ont arrêté, celui qu'ils ont arrêté trop tôt? Oui, comment il s'appelle? Je sais plus, mais ils l'ont arrêté vraiment trop tôt, quoi. Il habite pas loin, il habite à 2 provinces de chez moi. Ouais, ils l'ont sauvé, Boîtier, là. Ils l'ont sauvé, ouais, c'est exactement. Ryan Ford. Ryan Ford. Ryan Ford et Boîtier, il y a, comment dire, il a été très hypé, ça y est, on se disait, ça y est, le mec, il est au-dessus, mais depuis un moment, on peut avoir quand même des doutes, et je pense que il est quand même bien protégé par Papa Eddie. Bah oui, mais c'est pour ça. Moi, j'ai fait un appel après, mais j'ai pas relancé parce que je m'étais blessé le poignet. Mais, oui, on voit que tu as une attelle toujours. Ouais, ça va durer encore peut-être 1 semaine ou 2. C'est un petit truc vite fait. Mais quand je l'ai appelé, on n'a pas eu de réponse, quoi. On a dû aller contacter son agent, etc. Et même après ça, ils ont dit, écoutez, on est occupé. Quand ils veulent te prendre en dernière minute, il y a du monde. Voilà, c'est ça. Mais quand on veut un combat fair et square, comme on dit, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus personne. Mais c'est un peu l'apanage. Voilà. C'est un peu l'apanage. C'est comme ça, ouais. C'est un peu l'apanage. C'est ça qui est dur. Malheureusement, les coulisses de la boxe, tu sais, quand t'as un record comme le mien, t'es un peu bloqué, quoi, parce que personne veut te combattre et t'as pas assez de fonds, en fait, pour générer. Tu peux pas générer assez de fonds pour avoir un combat qui. T'es dans un entre-deux qui est extrêmement compliqué. C'est assez compliqué. Donc, si les promotions, ils ne poussent pas le fight, je reste inactif, quoi. Tu vois. Et puis parfois, c'est souvent intéressant de laisser combien de bons boxeurs. Enfin, moi, j'en ai tellement croisé de très très bons boxeurs dangereux comme toi qui avaient le même profil et qui simplement ne boxaient pas parce qu'il y avait une concertation générale pour que ça ne boxe pas. Ouais, exactement. Et puis parfois, quand tu allais en camp d'entraînement un petit peu à l'étranger, c'était pas rare qu'il y avait des mecs qui venaient essayer de te faire des attentats dirigés pour que tu sois blessé et que ta carrière prenne un autre chemin. Je peux vous en raconter des histoires. Et Fred pourrait vous raconter pareil, parce que ça, c'est le quotidien des boxeurs qui sont dans ta situation. Et finalement, c'est un quotidien, mes pirates, vous devez vraiment comprendre, c'est un quotidien extrêmement stressant. Extrêmement stressant parce que, comment dire, comme dit Ice-T dans une de ses chansons, la paranoïa, c'est quand même, parfois ça a du bon.
ça de bon. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je dirais la paranoïa, c'est qu'une question de mathématiques au final, quoi. Tu vois, parce que si elle existe, c'est qu'il y a une raison, et au final, la plupart du temps, elle est basée sur des faits réels, quoi. Et voilà, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a un pirate fidèle avec Flamand qui me demande qui est ton promoteur, Frédéric? Moi, j'ai pas vraiment de promoteur, j'ai un manager, si tu veux, j'ai une équipe avec entraîneur, manager et genre, on dirait money guy, qui sont derrière moi et qui m'aident avec ma carrière. Mais on attend la promotion, on attend les promotions. On a contacté, on était, en fait, la vérité, ce qui s'est passé, c'est que en mars, juste avant le Covid et tout, j'étais à un jour de combattre au Madison Square Garden et je pense que Top Rank, ils allaient me signer après ça, tu vois. La fameuse réunion où Tony devait être aussi là. Tony Exactement, ouais. Et on avait ramené, tu te rends compte, on avait vendu pour plus de 40 000 $ de tickets. On avait ramené tous les Français de New York. Ah, bah voilà, tu vois, j'en parlais, tu vois, là, tu fais du bien, parce que je parlais de ça à l'époque, voilà. Et la communauté de New York, il fallait que maintenant, comme il y avait des boxeurs français à New York, il fallait que maintenant elle supporte, comme toutes les autres communautés. Les portoricains, ils supportent les portoricains. Exactement. Mais je crois que c'est pourquoi que je m'appelle la French Revolution. Ben voilà, tout à fait. C'est pour ramener ma crowd, il faut ramener mon public, tu vois. Et puis il faut mettre du brand, faut branding ton name, c'est normal. Mais c'est un truc que je dis aussi à Montréal. À Montréal, la communauté, les Français de Montréal ne supportent pas assez leurs boxeurs et ils boxent beaucoup. Voilà. Oui, parce que notre communauté, elle n'est pas assez forte et je ne sais pas si tu as suivi. Ils n'ont pas l'esprit communautaire, c'est le problème. C'est qu'en Amérique, il n'y a que les Français qui n'ont pas l'esprit communautaire. C'est ça. Et si moi, je peux te dire, j'ai vécu et j'ai travaillé avec plein de communautés nigérianes, philippines, tout ça. C'est l'esprit communautaire. Et puis c'est normal. Et puis voilà. Et c'est pour ça qu'ils avancent et qu'ils font plein de choses, tu vois. Ouais. Et c'est ce qu'on essaye de faire, tu vois. Je sais pas si tu as suivi mes actualités récemment. On est en train de monter. Je t'avouerais que j'avais déjà entendu parler de toi, mais c'est que dernièrement que j'ai réalisé que tu me suivais. C'est peut-être cette semaine, tu vois. On va en parler quand tu m'as dit sur un personnage. On va en reparler. Ouais, donc je te disais, on est en train de monter une communauté pour la boxe et les sports de combat en général, MMA, etc. Oui, vas-y, parle de ton projet. Pour créer en fait une solidarité et une forte communauté autour de la boxe. Et c'est comme en fait penser au Facebook de la boxe. Donc c'est un réseau social où tout le monde s'inscrit. Tu peux suivre les promoteurs, managers, préparateurs. Un peu comme le LinkedIn de la boxe. Ça va être ça. C'est le LinkedIn de la boxe. Ouais. Tu crées ton profil et tu peux entrer en contact avec toutes les personnes. Ça va permettre d'organiser plus d'événements. Ça va permettre d'être un annuaire en fait de OK, j'ai besoin d'un fighter MMA de 80 kilos. Boum, je vais chercher. J'ai besoin d'un boxeur. J'ai besoin d'un mec en kickboxing. On aura tout. Ça grandit assez vite, pour te dire la vérité. T'es sûr on est surpris, quoi. T'es dépassé par le succès? Un peu, parce que on n'est pas beaucoup, on est une petite équipe et on va devoir s'agrandir très vite, quoi. Parce que comme tu as dit, on est débordé, quoi. C'est bien. Faut mieux ça. Et donc, c'est toi qui as reçu Christophe récemment, hein? Et voilà. Ouais. Voilà, c'est toi qui as réagi à l'interview de Christophe Mendy. Ben ouais, c'est la famille. Alors, raconte-nous parce que c'est une histoire new-yorkaise, ta rencontre avec Christophe Mendy. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de Français. À l'époque où je suis arrivé, il n'y avait pas autant de Français que maintenant. Mais quand tu arrives, moi, je m'entraînais au Mendes Boxing. Et tu vas au Mendes Boxing, tu entends parler français, tu dis, comment ça va? Tu viens d'où? T'es qui? Et puis voilà, il m'a dit Christophe Mendy. Non, t'es Christophe Mendy. On connaît son nom, olympique et tout. Oui. Puis on est devenus potes, on s'est entraîné. On connaît son nom. Quand tu connais la boxe. C'est ça. Parce qu'ils sont pas médiatisés, et puis c'est toujours le même problème, 20 ans, 30 ans après. Ouais. Faut être des pirates pour. C'est ça, on est là pour changer ça. Avoir Christophe dans notre cœur. Voilà, on est là pour changer ça, les personnes comme toi et tous les autres blogueurs, et voilà, on est là pour changer. Cette nouvelle génération, on va changer les choses et faire en sorte que ces personnes soient connues. Non, Christophe, c'est la famille, c'est quand on est arrivé sur New York. C'était un bon pote à mon entraîneur Simon, qui était déjà là aussi, installé depuis des années. Donc voilà, les mecs, il les connaît tous les jours. Il nous a présenté. On s'est entraîné avec lui quelques fois. On a fait du sparring. Tu vois, on a fait des trucs. Même si le mec, il fait, j'ai plus combien de kilos. Hein, mais on a bien rigolé, tu vois.
Et puis récemment, il est parti parce que pour raison personnelle, tu vois, il avait sa vie et tout. Voilà quoi. C'est vrai que son énergie, elle nous manque au Mendes, tu vois. Il avait toujours la patate, toujours le sourire, tout le temps en train de le mec, il a presque, enfin, je dirais pas son âge, tu vois, il a plus de 40 ans et il est là, soulever des poids, mon pote. Et je te dis, tu peux pas suivre quoi, tu vois. C'est une machine de guerre. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est qui a pas une carrière facile. Comme tu parlais de ta carrière, tout le problème de toi, Fred, c'est un bon record qu'il faut savoir à la fois protéger et à la fois développer, ce qui est très dur. Et Christophe, lui, il a été dans une carrière pro, mais à la Non, dure. mais je sais pas s'il a été en détail dans les contrats et tout, ce qu'on lui avait proposé, ce qui s'est C'est passé ce avec que, les promoteurs français et tout, c'était un truc de oui, malade, quoi. oui. C'est un peu dégoûtant, quoi, tu vois. Ah, oui. Ils ont un peu ruiné sa carrière, entre guillemets, quoi. Il avait Ah, tout. ouais. La France, encore une fois, tu vois, la France jalouse, la France, voilà. Ouais. Et j'aime pas cracher sur la France parce que c'est là, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Non, aussi moi eux non qui plus, pourraient nous faire. mais faut bien voir Ouais, aussi faut dire la vérité. voilà. Parce C'est que si tout. on veut changer les choses, il faut savoir aussi dire le problème et le dire C'est vrai. clairement. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est venu aussi avec la solution. On n'a pas attendu personne, tu vois. On n'a pas attendu, euh, peut-être que si on demande ça, ils vont changer ça pour nous. Non, en fait, tu sais quoi? On a un peu de Fuck that. capital, on a un peu de trucs, et puis on attend personne. Let's go, tu vois. Non. Parce que l'esprit français, c'est aussi se plaindre, se plaindre, se plaindre. Mais c'est quoi la solution? Est-ce qu'on change quoi que ce soit? Non. Nous, on se plaint, mais on bouge. Tu vois, on est arrivé, boum, on a sorti Boxing Culture. Ok, on est là. Tu Voilà, vois. alors aussi les boxeurs qui nous écoutent, donc c'est Boxing Culture, c'est ça? Boxingculture.com. On fait une petite intro webinaire dimanche à 16h française. Ceux qui veulent venir, c'est gratuit. Vous allez sur notre Instagram, cliquez le lien et tout est là, quoi. Ok. Voilà. Pour un bon entendeur pour tous ceux qui veulent peut-être un nouvel accès. Peut-être Ouais. vous êtes Des nouvelles boxeur, vous vous sentez un opportunités. petit peu bridé, vous savez pas par où commencer pour vos nouvelles recherches. Voilà, c'est peut-être un bon tremplin et une belle nouvelle approche. Voilà. Et, et donc toi, Fred, dans ta vie américaine, comment dire, ça fait un moment que tu es là, tu as pris le pli, comme on dit, de la mentalité. Est-ce que tu as, je suppose, des grosses anecdotes de salles d'histoire de boxe à New York que tu pourrais nous partager? Oh, il y en a tellement. Ah oui. Ouais. Je dirais quoi? C'est quoi? Déjà, il y a toutes les histoires. Bon, mon Catman, paix à son âme, il est mort récemment du Covid, mais c'était un des entraîneurs de Mike Tyson. Tu vois, c'était Nelson Cuevas. Il a grandi avec Cus D'Amato. Enfin, tu vois, toutes les histoires, on connaît tout par cœur, quoi. Et tu m'entends? Ah, je t'entends très très bien, je Ok. t'écoute. Et je disais, en fait, comme Nelson, à chaque fois qu'on allait au combat, mon pote, c'était un livre d'histoire, quoi. Il te racontait des histoires sur Mike et tout ce qui se passait. Et puis, tu vois, c'était franchement, il y a tellement d'histoires et tu te dis, mais en fait, tu vois jamais, tu t'imaginerais jamais New York comme ça. Aujourd'hui, tu vois, c'est un peu plus fancy, mais New York, les salles de boxe à l'ancienne, c'était le ghetto, tu vois. C'était la mafia, comme tu as dit, il y avait des attentats, les mafieux qui venaient te piquer tes boxeurs et te menaçaient, on va te casser tes mains. Si tu perds pas, si tu tombes pas au 6e, on te casse tes mains et tout ça. Tu penses que c'est dans les films. Mais quand Non. tu parles avec un mec qui l'a vraiment vécu, Ouais. tu te dis waouh. Et ouais, il y avait tellement d'histoires. On est allé dans ces anciennes gyms, on est parti se faire des sparring dans le Bronx. Mon pote, dans le Bronx, tu fais du sparring avec des petits gamins de 14 ans. Mon frère, c'est pas facile. Tu vois. J'ai fait un sparring avec, comment il s'appelle? Juste pour l'aider, tu vois. Moi, je m'entraîne avec la team Avoc. Je sais pas si tu connais, l'ancien entraîneur de Danny Jacob. Je m'entraîne un peu là-bas. Ouais. Je m'entraîne un peu là-bas et il y a ce gamin qui était là, Tucker. Je me rappelle plus de c'est Who is Tucker, tu vois, son Instagram, ça, son handle. Et c'est un petit gamin, il a 17 ans, top rank, il a juste signé, tu vois. Et on me dit, hey, Fred, je sais que tu sais travailler light et tout, donne-lui 2-3 rounds parce qu'il n'y a plus personne. Je dis, ok, vas-y, on va dans le ring, tranquille et tout. Le gamin, il est tout skinny, tu vois, il est tout maigre, il a 17 piges. Je vais tranquille, tu vois. Tac, tac, je le jab, on y va tranquille. Je commence à prendre une série, je dis, what? Je dis, attends, quoi?
147 pounds, ça fait quoi? Ça fait 140, 140, donc c'est un Walter. Il est dans les 60 et quelques kilos et ça Ouais. fait mal. Je me dis, mais attends, ils me disent, allez light, si je vais pas light, mon frère, j'ai monté les mains, je dis, on y va, let's go. Non, Ouais. non, et c'est impressionnant, en fait, les différences, son style, il était tellement, genre, imprévisible, les mains en bas. Après, bon, voilà, tu vois, en pro, je lui ai dit, écoute, tu peux pas boxer comme ça, on est dans le sparring et tout, c'est fun. On fait ça, moi, je peux pas t'allumer non plus, tu vois. Mais fais pas le malin en pro parce que les mains en bas avec les petits gants, ça va faire mal. Mais impressionnant, le gamin. Il a du punch, il a du cœur et il va faire mal, quoi. Tu vois, Ouais. il va faire mal. Et donc voilà, ouais, c'est des petites anecdotes. Après, je fais un peu de sparring pas mal avec Edgar Berlanga. 15 KO, 15 premiers rounds, tu vois, 15 combats, 15 KO. Ouais, ben, on en parle beaucoup de Berlanga. Premier Alors, round. justement, tu pourrais nous dire quoi? Les Il est gens, surpassé? non, les gens, ils pensent que c'est juste un puncher et qu'il sait pas boxer, que le jour où il y a quelqu'un, je suis vraiment difficile à boxer, je suis vraiment difficile à toucher. Quand on fait des 8, 10 rounds ensemble, c'est des vrais sparring techniques. C'est un vrai boxeur. Il va. Il est beaucoup plus cérébral que les gens disent. Ouais. Et en plus, il cogne. Des fois, on fait du sparring, bah, tu rentres à la maison, tu as mal aux avant-bras, quoi, tu vois. Alors, tu peux nous expliquer pourquoi Rosier n'était pas content et qu'il lui a fait faire des pompes après sa dernière victoire? Non, c'est une blague de la gym. C'est une blague, d'accord. c'est genre, si tu parles trop, il dit, Fred, tu parles trop. Donne-moi 800 push-ups. 800 pompes. C'est une blague tu vois, inter, Ouais, comme on appelle ça. Ouais. C'est une private joke. La private joke. Ouais. Bah, c'est bon ça, ouais. Mais, Rosier justement, parce que ça, c'est un personnage. Alors, bon, il a fait une partie de sa carrière grâce à Danny Jacobs, mais on sent bien que beaucoup vont éclore grâce à lui aussi. Tu pourrais nous en dire quoi de Rosier, de ton point de vue? Moi, il m'a proposé de signer avec eux, mais comme j'ai déjà un manager, on peut pas, tu vois, moi je reste fidèle avec mon équipe, on a déjà tout en place. Éventuellement, s'il peut nous aider, justement, comme on est bloqué à faire bouger les choses, il est d'accord, tu vois, il est ouvert à nous proposer une petite collaboration. Il y a beaucoup de talent là-bas, beaucoup de jeunes boxeurs encore pas connus. André, c'est le gars qui a les connexions sur New York, quoi. Il y en a pas 15 000. Et puis, il y a une bonne dynamique d'équipe. Moi, j'adore être là-bas parce que, en fait, je m'entraîne 2 fois par semaine là-bas, ou 3, ça dépend. Des fois, je vais pour le sparring et des fois, je m'entraîne comme ça, tu vois, parce que c'est à 10 minutes de chez moi, quoi. Et il y a une vraie dynamique. En fait, quand t'es un boxeur, des fois, c'est dur parce que c'est un sport, tu vois, individuel, t'es tout seul, il n'y a pas trop de motivation, faut aller faire ton footing tout seul, faut aller faire tes sprints tout seul. Là, on a une équipe où vraiment, il y a c'est des jeunes boxeurs qui ont faim, je crois, la plupart, ils sont indéfilés et ils sont invaincus, tu vois. Donc, on est tous dans ce truc où on a la dalle, quoi, tu vois, et on y va et on se pousse les uns les autres. Après, c'est une synergie qui se fait, tu vois. Avec ça, des mecs qui ont la dalle, tu as la dalle et tout. C'est ça. Cette motivation que tu n'arrivais jamais à trouver seul, voilà. tu l'as presque. C'est même pas, tu n'as même pas besoin d'y réfléchir, c'est presque animal, quoi. Ça arrive comme ça. La mentalité d'un gym, c'est vrai que ça affecte énormément. Ah oui, l'esprit. Surtout quand tu es dans un bon gym. D'ailleurs, je pense que c'est aussi la marque d'un bon et d'un mauvais gym. C'est ça. C'est l'électricité. Tu rentres. La première fois que je suis rentré, j'ai bien aimé. Tu vois, j'étais complètement genre out of shape. Je suis arrivé là-bas, j'étais fatigué et je me suis entraîné comme dès le premier jour, comme si j'étais jamais, tu vois, comme si j'étais voilà. Mais j'ai kiffé, tu vois, l'électricité, on se poussait. Le coach André, il vient te taper avec des bâtons et tout. c'est sympa, tu vois. C'est ça qu'on veut. C'est des trucs à l'ancienne, dur, tu vois. Et en tant que boxeur, tu as besoin de ça parce que des fois, tu te mets dans ton petit confort tout seul, tu penses que tu as poussé, tu es fier de toi et tout. T'as rien poussé, mon pote. S'il n'y a pas quelqu'un derrière tes fesses pour te dire, vas-y, on y va, let's go, t'es resté en fait à ton palier, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. C'est très dur, c'est assez dur. Tu peux me rappeler ton âge, Fred? Moi, j'ai 32. 32? 32, j'arrive sur 33. T'es
es sur tes belles années. Va falloir C'est que ce qu'on ça. dit, on appelle ça prime, tu vois. Donc Voilà. là, il faut les utiliser, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Alors malheureusement, tu n'auras pas vu Danny Jacobs s'entraîner là-bas. Si, Ça, si, je l'ai vu. tu l'as vu? On s'est vu il y a longtemps. Moi, ça fait longtemps qu'on fréquente, tu Bon, vois, avec les... non pas assisté, mais tu as vu la rupture, quoi. Ouais. Il en a pas, il s'exprime pas beaucoup, il fait des inside jokes toujours, mais il veut pas trop s'étaler sur le sujet, tu vois. Il a un peu dans travers de la gorge. Une de mes dernières émissions, tu pourras trouver, si t'es pas tombé dessus, ce qui est normal, j'étais avec Boxing Wave, qui est un YouTuber de New York. Okay. Il s'appelle Paul et qui connaît bien l'histoire et il nous en parlait justement dans l'émission. Donc bon, voilà, parce que c'est quand même un divorce qui fait mal au cœur à tous les fans. Moi, je suis fan de Danny Jacobs et quelque part de Rosie aussi, tu vois. Et donc c'est un divorce qui a fait mal à tous les fans. Voilà, et puis c'est vrai que c'est aussi une époque parce que tu vois, tu me dis que Rosier maintenant, c'est lui qui a toutes les connexions, mais il y a 15 ans, il y a 20 ans, 15 ans de ça, c'était Ludi Bella, quoi. Sur New York, c'était Ludi Bella, et tu vois que son aura a quand même vachement diminué. Je sais pas si tu es déjà rentré en contact avec lui ou pas. Ah oui, Ludi Bella, on a fait un combat pour eux. Non, on a failli faire un combat, il a été annulé. Mais on était en contact, pareil, on avait parlé de signature et tout, mais ça s'est jamais vraiment concrétisé parce qu'il était toujours occupé avec d'autres. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est difficile pour lui. J'ai l'impression qu'il travaille moins le terrain new-yorkais comme il l'a fait par le passé où il labourait le terrain. Ouais, il est fatigué, je crois. Il a été fatigué. Quand ils ont fait, il y a eu quand ils ont créé toute cette polémique autour de on peut plus organiser à New York parce que les assurances, tu vois, il y avait un problème d'assurance, il fallait une assurance de malade pour organiser sur New York et ça a tué tous les petits événements, tu vois. Voilà. Et Dibella, il faisait beaucoup de petits événements comme ça à droite à gauche et puis puis ça l'a cassé, tu vois, il fallait faire des minimum 1 million d'insurance policy, tu vois, c'était trop. Ouais, et ça a tué beaucoup de petits promoteurs, tu vois. Ça rend les choses difficiles. Je vais te sortir quelques noms proprement new-yorkais et tu vas pouvoir me dire si tu vas pouvoir nous faire un peu rêver si jamais tu les as rencontrés, tu as croisés, si tu as une idée sur eux ou pas, et ce que tu en penses même pugilistiquement parlant. Okay. Alors on va commencer avec Paulie Malignaggi. C'est un mec cool, tu vois, il est vraiment typique italien, tu sais, genre un peu hyper, un peu du ghetto, mais tu vois, pas trop ghetto. Ouais. C'est marrant. Le kéké italien. Ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord. Tu vois, what the fuck you talking about, tu vois, genre le petit mafieux, quoi, mais un peu gangsta. Le mini soprano qui boxe. C'est ça. Zab Judah. Il est souvent à la gym. Bah, son père, il vient souvent, il ramène des boxeurs et tout. Super cool aussi. À l'époque, quand il était boxeur, il était hargneux. Hein. C'est le ghetto dans le sang, quoi. Et il y a toujours un petit peu ça. Et là, il est plus un peu posé et tout. Mais ouais, il y a du ghetto. Et il a failli passer. Hein. Il a failli passer. Hein. Et tout. C'était difficile, grosse année. Moi, les gens le savent, c'est un de mes boxeurs qui rêvait. Moi, je peux te regarder en boucle et pourtant c'est une défaite, mais je trouve qu'il est tellement. Mayweather. Non, c'est pas ça. Non, Cotto. Madison Square Garden 2007. Cotto, Judas. Non, il a fait des bons combats. Judas, il a une technique de ouf. C'était un des seuls qui, s'il n'avait pas ce tempérament et qu'il aurait il aurait su s'adapter avec Mayweather, il l'aurait gagné. Ah ouais. Trop de tempérament. C'est son tempérament qui a pris le dessus, en fait. Ah ouais. Franchement, pour moi, il a eu, comme rarement j'ai vu, mais ça arrive dans beaucoup d'autres sports, mais quand on parle de cette peur de gagner. Ouais. Et je crois qu'à un moment, au 4e round, je pense qu'il a commencé à avoir la peur de gagner. Il l'a trop respecté, en fait. Et après, il s'est saboté, quoi. C'est ça. Il l'a trop respecté. Et puis, ça a joué contre lui, quoi. Ouais. Donc, Zabjuda. Alors, Danny Jacobs. Cool gars. Et quand on s'était rencontrés, il faisait le sparring. C'était il y a longtemps. C'était 2 ans, un truc comme ça. Il faisait le sparring pour je sais plus qui. Et puis voilà, il était posé, tu vois. Moi, je le voyais pas aussi grand, en fait.
Je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu Ah, en vrai, tu vois grand. j'étais là, oh putain, ah ouais, tu vois. Il boxe à quoi, 168 maintenant ou 160? Maintenant, ce soir, ça va être 168. Ouais, mais avant, il était dans les 160. Voilà, c'est ça. Et j'étais choqué parce que, ben, moi, t'as vu, Ouais. je boxe à 175. Je suis pas super grand, je suis pas super imposant, mais et je boxe à enfin, je tourne, tu vois là, je suis à 185. Ces mecs-là, ils sont à 190 et tout en dehors Fou. de combat, quoi. Tu vois. Mais comment dire, moi, je suis toujours surpris parce que ils sont obligés de passer par un cutweight. Ils Ah non, sont mais obligés. ouais, ouais, ils font ça. Ils Voilà. font, comment on appelle ça là, euh, not le waterweight, mais tu vois, le diurétique et tout, quoi. Mais je ne comprends pas comment tu ne restes pas à l'hôpital. Tu Hein. sais? Bah, tu sais, tu fais les IV, tu fais tout ça, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, c'est quand même. Moi, j'ai toujours fait juste waterweight, genre tu coupes l'eau. Mon corps, je le connais par cœur, je fais tout le temps le même système. Enfin, je monte jamais dans les 200, enfin, genre l'équivalent des 90 kilos. Je reste à 85, 86 max pour boxer à 80. Et ça, pour pas te mentir, vraiment, tu sais, quand je m'entraîne, je suis bien en diète et tout, je descends à 83. Et après, les 4 derniers kilos, je les coupe du lundi au jeudi, quoi. Ah Tranquille. ouais? Ouais, ouais, ouais. Tranquille. Sans stress? No stress. No Tout le temps stress. le même concept, tout le temps j'ai ma recette, j'ai mon truc, je fais le jeûne le jeudi, je bois mes jus, c'est genre jus pressé et tout. J'arrive à la balance des fois, même 174. Oh, ok, good. Tu vois. Ouais. Ouais. Alors, raconte-nous, Fred, parce que ça fait un moment que t'es sur New York. Euh, En tant que spectateur, je suis sûr que tu as fait énormément de soirées boxe en tant que spectateur. Ouais, ouais, ouais. Énormément. Raconte-nous tes meilleurs souvenirs de soirées boxe à New York, que ce soit au Madison, au théâtre, ou au Barclay. Ouais, franchement, récemment, le meilleur, c'était quand Joshua, il a perdu. Tu étais? Ouais, ouais, j'y étais, c'était énorme. L'ambiance, elle était folle. Le combat, il était bon aussi, tu vois. C'était un bon combat, il y avait de l'échange, c'était excitant, tu vois. C'était le feu un peu. Est-ce que je crois que j'ai vu Lubin Charlot quand Ah il l'a ouais, mis KO au premier round. en 2017. Wow, c'était la folie aussi. Les gens, ils ont perdu. Ben, même moi, j'étais excité. J'ai failli mettre de l'argent sur Lubin parce que je me suis dit, Ah, ah, bien Lubin, fait. tu vois. Et boum, il s'est fait attraper froid comme ça fait mal, quoi, tu vois. Il y a quoi d'autre? Après, on a fait tellement de, on en a fait un qui était sympa, je crois. C'était, le final du Ali Trophy, un truc comme ça, où il y avait un tournoi de Ali Trophy des Cruiserweight, c'était sympa. C'était pas avec Marco Hunk, quelque chose comme ça, non? Je sais plus, mais Non. c'était pas mal. Il y avait des bons fights et des fois, tu sais, c'était des gars pas connus, mais il y a des Mm. vrais bons combats, quoi. Euh, Après, là, tu vois, ça me vient pas à l'idée parce que j'en ai fait tellement. T'avais fait peut-être Keith Thurman, Contre qui? Sean Porter ou Danny Garcia? Oh, je crois, Danny Garcia, on l'a vu, je crois, presque tous les combats qu'il y avait au Barclay. Franchement, je crois qu'on les a tous faits. Parce qu'on avait un pote qui était vraiment... On est même parti chez Danny voir son sparring et tout. Il faisait du sparring avec Eddie Gomez. C'était impressionnant. T'es allé à Philadelphie Ouais, ouais, chez on est Danny? parti chez Danny dans la gym et tout. Et je sais Il plus a quel son combat. propre gym, c'est ça. Vas-y, excuse. Ouais, ouais, c'est dans le ghetto, je sais plus où. Et, il faisait du sparring avec Eddie Gomez. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ça me dit quelque chose. Il a boxé Lomachenko. Il pensait qu'il avait gagné super rapide de main. Petit black. Euh, et donc, bref, Eddie Gomez, bon, tu regarderas, hein, tu vois, Ouais. gros record et tout, super boxeur. Il va chez Danny et Danny, voilà, c'est le champion, tu vois. Quand tu viens donner du travail au champion, tu donnes du travail au champion. Tu n'essayes pas de casser la gueule au champion. Mm. Mais Eddie Gomez, il faisait le malin, il faisait tac. Il voulait faire le malin, il a essayé d'accélérer. Danny, il a fait OK, tu vas accélérer. Pah! Lève, faut que tu vois son crochet gauche. Ouais. Ça l'a calmé direct. J'ai dit, wow. Et genre, il était posé, tu vois. Il a dit OK. Il a fait comme ça de la tête. Il a commencé à dire OK. Tac, il a placé tellement propre. J'ai dit, waouh. D'accord, ça, c'est un autre niveau. Et ça, c'est un peu après que j'arrive à New York, tu vois. Et j'étais là, je regardais ça avec des étoiles dans les yeux, quoi. J'étais impressionné par le niveau, quoi. Tu vois, c'était un truc de ouf. Ouais, tu m'étonnes. Mais justement, là, Errol Spence, Danny Garcia qui arrive la semaine prochaine. T'en penses quoi? Tu vois les choses comment?
Danny, je pense que malgré qu'il ait tout ce skill, il est un peu aussi sur la fin. Errol Spence, on ne sait pas depuis son accident. Enfin, tu vois, je dis que c'est un 50-50. En termes de skill, Errol Spence, il est beaucoup meilleur, je pense. Ouais. Parce que Danny, c'est un très bon gars sur les basiques, mais il a les pieds plats. Il bouge pas assez. Ouais. Et mais l'autre avantage qu'il a, c'est qu'il reste avec toi et il échange avec toi. C'est-à-dire que toi, tu vas faire tes trucs, lui, non, il va pas backup, il va rester avec toi, il va échanger en même temps. Et ça, c'est très dangereux parce qu'il a des très bons crochets courts comme Des ça. overhand que tu vois pas. Ouais, exactement. Et donc, ça peut être très intéressant, tu vois. Ouais. Après, Errol Spence, super jab, super discipline, les mains en haut, super équilibre. Ça va être, ouais, ça va être intéressant. Ok. Que tu regarderas, en tout cas, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Tu regardes tout, toi? Est-ce que là, tu as ton DAZN est branché, là? Je l'ai arrêté, DAZN. J'ai été déçu les dernières années, mais Ok. bon, peut-être que, en fait, dès qu'il y a un gros combat qui vaut le coup, je le reprends et après, je change mon avis. Voilà. Parce que, ouais, il est Je là vais voir. actuellement. Je regarde pas tout, tu vois, genre là, Danny Jacob, c'est pas une grosse. Je voulais regarder, on va voir. Hein. Ça dépend s'il passe pas trop tard, je vais regarder. Mais si c'est trop tard, je m'endors hein, parce que voilà, c'est des combats. Il y a des combats que je veux voir live, genre les gros combats quand, par Ouais. exemple, Crawford, D-Box, tu vois, ça, je veux le voir live. Euh, tous les grosses affiches, je veux voir live. Après le reste, petits combats comme ça où, genre en fait, ils font ça pour rester busy. Ça m'intéresse pas trop. Quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais les gros. Bah alors, toi, ton avis, parce que moi, je considère que c'est quand même un beau match-up ce soir. Beaucoup pensent que quand même, non, c'est déséquilibré, qu'il y a une différence de niveau. Euh, tu penses quoi du match-up de ce soir? De Rosario, Rosado, Jacob. Rosado Jacob, c'est comme je t'ai dit, c'est un combat pour qu'il reste occupé. Quoi, tu vois. Ouais, ouais. Rosado, il a pris trop de coups, il fait des combats trop durs. Je pense pas que. Je pense pas qu'il ait de grandes chances ce soir. Hein. Danny, c'est un bon boxeur. Il est en shape à chaque fois. Tu vois, il vient sharp. Ça fait longtemps qu'il a pas boxé. Il a faim. Ouais, je pense que Danny, hein, 100%. Ouais, tu vois ça. Après, comme c'est la boxe, hein, tout peut arriver, mais je vois pas. Je connais aucun. Comment on appelle ça? Critère extérieur. Comment je pourrais dire ça? Ou qui va influer Danny pour qu'il perde ou quoi. Je vois pas. Non, je comprends tout à fait. Tout à fait. Alors, Carlo, elle adore notre discussion. Bah, c'est parfait, ça, Carlo. Reste branché, reste branché. Donc, Fred, toi justement, qui a cette culture américaine, même si quand on est à New York, le lien français est encore, comment dire, encore possible, quoi. Justement, le phénomène Tony Yoka, parce qu'il a boxé aujourd'hui, t'arrives ça aussi à le suivre ou est-ce que tu arrives à le suivre Ouais. précisément ou est-ce que tu le suis de loin? Ben, récemment, comme je suis vraiment beaucoup impliqué avec les boxeurs français, etc., et ce qui se passe en boxe, ben, j'essaie de suivre aussi les actus des boxeurs et ouais, je suis à peu près tout, quoi. Ça fait, je regarde, tu sais, je regarde beaucoup les blogueurs et tout, les mecs de YouTube, euh, voilà, pour me tenir informé. Tu regardes pas, c'est le Captain là. Franchement, honnêtement, il y a que récemment qu'on m'a parlé de toi. Je sais plus à qui je disais ouais, tu vois, faut que j'invite cette personne, cette personne. Il m'a dit ouais, mais Captain Crochet, là, et tout. Je dis ok, bah, tu sais quoi, ça va se faire. Et puis regarde, ça se fait naturellement quand on est là. Bien sûr. Ouais, je suis un peu Tony. Le truc avec Tony, c'est que c'est dommage, c'est bien pour la boxe et à la fois c'est dommage parce qu'il y a Tony, bah, les autres ils peuvent pas exister. Tu vois, parce que c'est tout Tony. Et j'entends, tu vois, je parle avec des gars qui sont dans la presse et tout, et je dis ouais, mais pourquoi tu fais pas, pourquoi aucun journaliste français est venu parler de nous, quoi. Mon équipe là aujourd'hui, mon pote Yurik Mamedov, un autre teammate à nous qui était à New York et qui est bloqué en France pour une histoire de visa, etc. Vas-y. Il est passé, il est passé sur Bing TV aujourd'hui, d'accord. Mais sinon, avant ça, il y a personne qui parle de nous. Il y a aucun journaliste. Et pourquoi? Parce que quand mon pote il me disait ouais écoute, quand on vient avec un article intéressant sur quelque chose d'autre que Tony Yoka dans la boxe, il me dit oh non mais Tony Yoka qu'est-ce qu'il fait là?
Il a mangé un. Est-ce qu'il est parti faire ci ou ça, genre un truc de merde. Il préfère parler de ça. Ouais, Tony Yoka a mangé un sandwich que on a trois Français, non pas moi personnellement, mais non, mais on a ça trois pourrait Français. être toi. Ouais, Ça pourrait être toi, ça pourrait être un autre. Ouais, on a 3 Français aux États-Unis, à New York, qui sont en train de percer. Je suis le premier Français et le seul à avoir gagné 2 Golden Gloves. Et on n'en parle pas. Mais, tu vois. Écoute, moi je suis pas du tout surpris par la nullité du IQ box français. Ouais. Je suis absolument pas surpris, mais enfin, j'en suis désolé, notamment pour toi, j'en suis désolé, mais j'en suis absolument pas surpris puisque c'est un putain de pays de casu. Et on essaye justement de changer les choses avec la communauté, les youtubeurs. Et d'ailleurs, de toute façon, la preuve en est, t'as émergé aux yeux des gens, et même de moi-même et d'autres, t'as émergé pourquoi? Parce que t'as apparu chez des youtubeurs. C'est ça. Voilà. Je veux dire, tu pouvais attendre toute une vie d'apparaître sur une télé. Hein. C'est clair. Donc déjà ça, c'est le premier point. Et puis après, le problème, c'est que le problème de fond, c'est qu'on est dans une redite avec Tony d'un problème proprement français, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes nos billes, tous nos œufs dans un même panier. Voilà. Et le panier, c'est Tony Yoka. Le panier est beau. Le panier est intéressant et de toute façon, le panier est prometteur. Surtout que, imagine, tu vois, Français champion du monde des poids lourds. Enfin, je veux dire, le truc est extrêmement prometteur. Et ça, je comprends totalement. Voilà. Et le panier est trop beau. Et sauf que les Français, à la différence d'autres nations, quand ils ont un beau panier comme ça, le problème, c'est que ça rejaillit pas. Il n'y a pas d'étincelles qui font rejaillir tous les gars, tous les mecs, et toutes les demoiselles, d'ailleurs. Qui boxe, ça ne rejaillit pas. C'est un effet, comment dire, merde, je perds mes mots. Ouais, d'iceberg. C'est un effet d'iceberg. Il y a quelque chose que tu vois, et ça, c'est valorisé, mais c'est très, très petit. Et tu as toute la face immergée de l'iceberg qui, eux, ne sortent pas. Donc en fait, c'est comme si on mettait un plafond de verre à une communauté qui ne demande qu'à exploser. C'est ça. Mais tu ne vois pas ça en Angleterre, tu ne vois pas ça aux États-Unis, tu ne vois pas ça au Canada, spécialement à Montréal, tu ne vois pas ça. À Montréal, il y a plein de noms à chaque fois qui émergent. Il y a une star qui arrive, il y en a d'autres qui arrivent, tu vois. Et voilà. Et c'est extrêmement dommage. Et tu sais, ça me rappelle beaucoup, et tu as connu aussi cette période, mais ça me rappelle beaucoup le phénomène Asloum dans les années 2000. Ça me rappelle beaucoup ça. On a tout mis sur ça. On a parié sur le mauvais cheval. Et sauf que toute la génération 2000 des boxeurs, eh ben, ils ont mangé leur pain noir. Ils ont mangé leur pain noir. Et voilà. Mais la différence de cette génération 2000, c'est que toi, il y a l'expatriation qui est arrivée, et tu as ce côté-là où, quelque part, c'est ta chance, et on te le souhaite, c'est que tu pourras un retard qui était irrattrapable si tu restais en France, tu peux avoir ton chemin de traverse new-yorkais qui te fasse qui te remette, et puis de toute façon, avec les youtubeurs et les médias, les nouveaux médias, indépendants, ouais. T'es mieux maintenant que si tu avais fait ta carrière genre en 2006. C'est clair. Ah oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. Ouais. T'aurais jamais existé, tu vois. On n'aurait jamais existé. Parce que les gens ne comprennent pas. Yuri est champion des Golden Gloves. Et ça vient pas percuter les mecs. Tu vois, les Golden Gloves, quoi. Allô, tu vois, je vais faire ma Nabila. Allô, quoi. Tu vois, ça ne percute pas, tu vois. Floyd, Zab, Pernell, ça les percute pas, les mecs, tu vois. Et voilà, donc, tu vois, et de toute façon, tous les fans là qui nous écoutent, et même des autres pages, intrinsèquement, ils le sentent. Ils le sentent que les gars, ils comprennent pas, et qu'ils comprennent mieux. Donc en fait, finalement, moi, ce que je te souhaite et ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir ton following, malgré tout, va grandir. Et voilà. Mais tu nous as montré que tu avais bien conscience de comment le travailler. Tu vois. Non, on continue. Hein.
Tu vois, ici, il y a comme une vibe, en fait, il y a une aura de ces anciens boxeurs. Tu sais, mon quartier, genre, je lisais une biographie de Floyd Patterson, et quand tu lis, Ah, ouais, tu il sais te, que je l'adore, Floyd. Hein. Tu sais il que je te, l'adore, Floyd il, Patterson. il parle des, ah bah, regarde, il est là. Oh là là. Tu vois. Il, Ouais. il te parle Qu'est-ce que je l'aime, ce mec. et toute son histoire. Enfin, Cus D'Amato, encore une fois, tu vois, entraîneur de ouf, mentor de malade. Et tu lis et tu vois, genre, le mec habitait dans ma rue, quoi. Tu vois, et ouais, et je tournais à ce corner, et puis j'habitais au 899 Jefferson, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Tu dis non, mais c'est là où j'habite. Et tu peux, ouais. Et tu vois, moi, je suis derrière, et puis, tu vois, tu retraces ouais, je courais de temps à temps, et tu vois, de tel bloc à tel bloc. Donc, tu vois, il y a tout cette aura, et puis tu vois au Gleason, tu vois des mecs comme Tyson, tu vois tout. Franchement, regarde, des fois, j'allais à la gym, oh, tu sais même pas, hein, et tu tournes, il y a Triple G qui est là. Oh putain, bah, j'avais oublié. Ah ouais, il y a le combat, c'est vrai. Et en fait, quand il y a le combat, quand il y a les combats au Barclay ou au Madison, bah, Exactement. Il ils s'entraîne ici. s'entraînaient dans nos gyms. Il y a des jours, tu tournes la tête, il y a Lomachenko. Oh putain, il y a Loma qui est là et tout. Ah ouais. Tu vois, genre des trucs de ouf. T'es dedans, tu vois. Il y a pas, les gens, ils me disent, ouais, le machin et tout, c'est dur et tout. Je dis, ouais, en vrai, je suis en train de vivre le rêve américain, tu Là, t'es vois. en train de kiffer. Tout ce que je fais, c'est le kiff, quoi, tu vois. Je suis venu pour tourner pro, je suis pro, mais au top. En plus de ça, je rencontre des mecs qui sont, tu vois, que j'aurais jamais rêvé rencontrer en France, quoi, tu vois. Alors, Fred, tu vas pouvoir peut-être donner de l'eau à mon moulin. Parce que, bon, si tu ne me connais pas, moi, je suis un partisan. Je pousse très fort au sein de ma communauté à ce que mes pirates, je les appelle mes pirates, ma communauté, c'est les pirates, à ce que le fan français arrête ses blocages et se lance, plonge dans la langue anglaise et arrête ces barrières, parce que c'est des barrières mentales qu'il faut casser. Et donc, on va, comment dire, moi, j'essaye de contribuer à casser cette barrière, c'est-à-dire que les fans français, au moins pour les Américains, ne soient pas vus, ne soient plus vus avec condescendance. Donc moi, je fais l'effort. Je suis allé vers des sportifs américains. J'ai fait les interviews de Caleb Truax, par exemple. Willie Monroe Jr. est venu aussi dans l'émission. Des écrivains de boxe américains, des journalistes à The Ring. Michael Montero est venu, que je te disais Boxing Wave est venu aussi. Et on va continuer. Il y a Custio Clayton qui a boxé sur Showtime qui est venu aussi faire une interview et vraiment on essaie de briser la chose et moi je vais faire de plus en plus d'ailleurs de vidéos en anglais parce que ça fait la différence. Ouais, c'est super intéressant. Mais ce que tu peux faire, moi, comme nous, on va avoir un Mais podcast aussi, est-ce que tu pourrais justement ajouter que toi, avec ton expérience, effectivement, ça, c'est peut-être la chose aussi qu'il faut par rapport au public français. ça vient, ça vient. Ce Ça que je vient, voulais ça dire, vient, en fait, ça ça vient. arrive. Avec toutes les arrivées de Netflix, etc., bah, les gens, ils ont plus le choix. Ils veulent regarder le truc en machin, bah non, c'est que VO, anglais, ah bah merde, bah je regarde, tu vois. Et puis même, quand tu regardes un documentaire, ça fait beaucoup mieux de regarder avec les, genre en version originale que, tu vois, fait comme moi épouser une anglaise. Version originale que tu vois, le Ah doublage oui, pourri, quoi, tu vois. Et, tu peux plus non, et revenir puis en moi, arrière. j'étais choqué quand je suis rentré en France en 2018. Ça faisait un moment que je n'étais pas rentré. Et je Ouais. disais je disais à ma copine, parce que bah, elle est ukrainienne, on parle anglais, tu vois, ici à la maison, c'est en anglais seulement. Et je disais, ah, tu vois, les Français, ça va être dur, l'anglais, ils sont vraiment nuls. Moi, quand je suis arrivé, j'avais zéro d'anglais, j'étais anglais du fond de la classe et tout ça. J'avais peur pour elle, quand on est arrivé là-bas, j'étais surpris, tout le monde lui parlait anglais. J'allais à la banque, il y avait des notes en anglais et tout. J'étais là, attends, dans ma petite ville de, tu vois, Ponto Combo, quoi. C'est pas Paris. C'est une petite ville de la banlieue et tout. Et je voyais des trucs en anglais, j'étais surpris. Je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui se passe, il y a une petite transition. Mais les fans, bon, ils sont feignants, les Français, hein. Déjà, ils veulent pas payer. Il faut toujours des liens gratuits pour les combats. Enfin, tu vois, nous, ce qu'on essaie de développer, la plateforme, on veut la faire payer, mais bon, bah, Mais on compte sur eux pour nous supporter, mais honnêtement, c'est pas il gagné faut parce d'avance, que tu quoi. t'engages dans malgré tout, c'est un combat. C'est un combat. Et Dès que ça, ça te c'est un prend du combat. temps, ça te prend du temps, donc ça te prend de l'argent.
Il n'y a pas, moi, j'ai aucun scrupule non plus. Regarde, tu vois, par exemple, moi, je me suis lancé dans le t-shirt. Bien. Tu vois, Nice. j'ai mon petit magasin et tout. JC, là, il fait pareil, il a raison. C'est la mentalité US. C'est ça. Tu C'est entrepreneuriat. tu crées un univers. Bah, cet univers, tu essaies de le faire fructifier, ne serait-ce que pour le développer, parce qu'au bout d'un moment, sinon, C'est ça. voilà, Mais t'es bloqué. t'es bloqué. Tu peux pas travailler gratuit toute ta vie, hein. Et Voilà. ce que je disais il Non, y a mais longtemps. après, parce que tu vois, moi, je fais, ayant la chance d'être ici, moi, je fais mes voyages box. Mhm. Mais quand j'étais youtubeur, je l'ai fait, la communauté était plus réduite que maintenant, tu vois. On était vraiment embryonnaire, tu vois. Mais moi, j'en ai mis des milliers de dollars pour la passion, tu vois. Ouais. Et que j'ai essayé de donner, du kiff. Au bout d'un moment, c'est quand même des milliers de dollars, tu vois. Je suis allé au clan de voir le père André, André Ward, à Vegas, là, et tout. Ben, ouais, et ça, donc, il y a ça, il y a un budget, il y a un budget en soi, mais en plus, toi, tu as un projet justement qui, à mes yeux, est hyper bon parce que c'est un projet d'entrepreneuriat. Mais pour les auto-entrepreneurs, que les boxeurs doivent devenir des auto-entrepreneurs, surtout quand c'est des boxeurs de petite échelle, tu sais, avec une médiatisation réduite. Oui, il faut avoir cet esprit-là. Donc ton projet est bon et c'est pas, tu sais, c'est pas mesquin, c'est pas les trucs en plus lourds, les projets lourds administratifs et où en fait voilà, tu te fais complètement enfermer. Là, tu vois, il y a un esprit. Là, on a la liberté en fait. On fait ce Voilà. qu'on veut. Et la liberté, ça a un prix. Ça. Regarde moi, j'ai un peu une grande gueule, mais pour la garder, évidemment que je dois créer une économie. C'est ça, c'est ça. T'as pas le Évidemment. choix. T'as pas le choix parce que les gens, ils veulent tout parfait et tout gratuit. Ouais, on a besoin d'aide. Il y a pas ceux qui nous aident. Ouais, faut payer 5 balles. Ah non, 5 balles. Ok, bon ben reste et crève quoi, tu vois, parce que tout le monde attend un sauveur, mais personne veut vraiment mettre la main à la poche quoi. Mais au final, le sauveur, il va pas venir et puis il va dire ok, ben tu sais quoi, j'ai 1 million de dollars. Tous ceux qui ont un problème, je vais payer pour eux quoi. Nous, ce qu'on est en train de faire, on est en train de t'avoir, ok, t'es un boxeur, ben on est en train de t'avoir des spécialistes pour t'aider à te reconvertir, d'accord. Comme tu viens de dire, faut être entrepreneur, ben on a des personnes qui vont t'aider, mais ça va pas être gratuit, tu vois. Mais non. Ça peut pas être gratuit, Ça peut mais pas, ça va te ramener quelque chose. Et voilà, bon, ça c'est un détail, mais tu vois, on aura les comptables, conseillers financiers. On est là pour aider. Ces gens-là, ils seront là pour aider. Et puis c'est une microéconomie. Ça veut dire que ces personnes vont travailler. Toi, ils vont te donner des opportunités. Et toutes les personnes qui viennent seront exposées. Et c'est tout un écosystème qui va prendre vie de soi-même. Et si tout le monde joue le jeu, eh ben tout le monde va manger correctement, tu vois. voilà. Mais ça, tu vois, c'est les mentalités à changer. Et je pense que ça va prendre peut-être 5 ou 10 ans en France pour en arriver là. Ou peut-être plus vite parce qu'on est dans une génération où tout switch très vite. Tu vois, tu achètes l'iPhone 10, bah, 2 mois après, il y a l'iPhone 12. Ouais, mais dire la mentalité française est quand même dure, tu sais, elle est très enracinée. Mais quand Mais tu n'as plus le choix, tu n'as plus le choix. je suis assez d'accord avec toi. Ouais, mais après, tu sais, il y a aussi, alors là, je pense que c'est philosophiquement, parfois les gens sentent qu'ils ont besoin de faire des choses, qu'ils ont besoin d'avancer, mais ils vont s'enfermer dans des idées qui, à mes yeux, sont contre-productives. Par exemple, alors là, ça n'engage que moi, je peux me tromper, et je n'engage que ma personne quand je dis ça, mais je crois que cette idée de syndicat, en apparence, c'est bien, mais dans les faits, je crois que c'est une complication supplémentaire. Puisque le vrai problème du boxeur, c'est la production de soirée. C'est-à-dire que le boxeur a besoin de s'exprimer et donc de travailler. Pour travailler, il y a besoin de soirées boxe. C'est ça le nerf de la guerre. C'est la création de soirées boxe et comment simplifier et booster et multiplier les soirées boxe. C'est ça le vrai problème. Voilà. Et je pense pas qu'on prend les choses par le bon bout. Voilà. Alors que toi, toi, l'esprit entrepreneurial, il est tout de suite,
C'est tout de suite clair. On attend Alors, les deux peuvent s'associer. Hein, c'est ça, je pense qu'on est complémentaires parce que nous, on ne propose pas un boxeur, parce que légalement parlant, en France, nous, on est compagnie américaine. Donc, on ne va pas proposer au boxeur français un statut. Et le boxeur français, il a besoin d'un statut, c'est très important parce que il est nulle part, comment on appelle ça, il est inexistant. Il n'est pas dans le monde du spectacle, il n'est pas footeux, il a rien, il n'a pas d'assurance. Tu vois, quand tu es un footeux, tu as toutes ces structures. Donc, c'est pour ça qu'on est venu aussi avec Boxing Culture pour créer cette structure. Mais le syndicat, il va être là pour les droits, créer un statut. Mais après, je sais pas, ça se trouve, ils vont faire bouger les choses avec la Fédé parce que on sait jamais, tu vois. Mais je pense qu'on va être complémentaires et les gens qui sont membres de trucs, ils sont de la même génération que nous, ils veulent faire bouger les choses, ils en ont marre d'attendre sur la Fédé et c'est pour ça qu'ils ont créé ce truc-là. Donc on est un peu nés, on va dire, un peu au même moment. Nous, on est déjà, 100% lancé, le projet, tu vois, on est installé. On n'attend plus qu'à ce que les gens nous rejoignent et puis on est prêt à partir. Le syndicat, ça va prendre un peu plus de temps. Ils sont en train de développer aussi tout un mini écosystème et à la française, tu vois. Et nous, on fait notre truc plus à l'américaine. Voilà. Et peut-être que toi, tu seras peut-être plus le pont pour beaucoup de boxeurs français pouvoir venir en Amérique compétitionner. Et c'est le but. Moi, je suis en train de passer ma licence de manager de boxeur, tu vois. Et on va faire une annonce peut-être. Je la fais là en fait. Mais en 2021, on va ouvrir les services de management pour boxeurs. Comme moi, j'ai les connexions avec la team Havoc. Et Havoc, ils sont directement connectés avec MTK. Ils font des beaux appareils. Hein, il y a des trucs, il y a quelque chose à jouer. Et je veux donner, tu vois, la même façon dont mon entraîneur Malek et Simon, ils nous ont donné cette opportunité de venir aux États-Unis et de développer notre carrière ici. Je veux être un peu tu vois, la relève, quoi. Pareil, donner l'opportunité à des jeunes Français ou peu importe quel pays tu viens, tu vois. Tu veux faire une petite expérience, si on peut te mettre en place des combats, au moins pour commencer ta carrière, ou bien même avoir des sparring, tu vois, je vais organiser des camps d'entraînement, etc. C'est tu vois, ça fait plaisir parce que c'est quelque chose que j'aime et je suis content de redonner ce qu'on m'a donné. On m'a donné cette opportunité, je vais la redonner à mon tour, tu vois, dans la vie. Tout ce que tu as et tout ce que tu gagnes, c'est fait pour le redonner parce que sinon, tu vas mourir avec et t'es comme un con et t'as servi à rien. Proprement la mentalité ricaine. C'est proprement très américain ce que tu dis. Ouais. Mais tant mieux. Ouais. Tant mieux. On a besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça. Non, mais il y avait un vrai problème aussi. J'ai beaucoup connu ça de talents français qui avaient envie de ne serait-ce que pour avoir des combats de venir, mais sans vraiment savoir par où commencer dans les démarches. Et avec toujours cette peur de tomber dans la gueule du loup, tu vois. Tu sais pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a tellement de boxeurs qui sont fait carottes. Oui. Eddie Lacrosse, son histoire, elle est malade. Le mec, il se fait pas payer pour un championnat de France par un des plus grands promoteurs. Et puis après, j'ai entendu des histoires, laisse tomber, quoi. Tu vois. T'es là, ouais, d'accord, ok. Bon, peut-être le syndicat, ils sont nécessaires pour ce genre de truc. Parce que ça peut pas continuer, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Non, mais j'espère qu'ils sont. Ouais. Tout à fait, mais avec tout le monde. Avec tout le monde. Le syndicat, que vous soyez dur avec tout le monde. Qu'il n'y ait pas de copinage, sinon ça détruit le système. Il faut être dur avec tout le monde. Sinon, s'il y a des chasses gardées, d'autres qui peuvent carotter quand d'autres ne peuvent plus, ça ne réglera pas le problème. Il faut que tout le monde arrête de carotter. Ah là, l'histoire de la fédération, quoi. Vous savez, moi, depuis que je boxe, j'en entends des vertes et des pas mûres, hein. Les histoires de détournement d'argent, genre en public, hein, tu vois, je dénonce personne, hein, mais c'était dans les journaux, quoi. Détournement d'argent de la Fédé. Moi, quand j'étais en France, j'étais électricien, on avait bossé sur la maison d'un des mecs du comité lié à la Fédération française de boxe. Le mec, il se faisait une piscine, villa et tout, dans je sais plus quoi, le 7-16. Je dis, ah ouais, ça paye la Fédé, hein. Il est où l'argent pour organiser les galas de pro et tout? Elle est là, mon pote. Piscine. Villa piscine. Ouais. Et malheureusement, c'est tellement français, ça, tu vois. Malheureusement, c'est comme ça. C'est au détriment des autres. Nous, les gens, ils vont vivre bien comme des rois, quoi, tu vois. Ouais. Ah ouais, non, ils ont un tout petit château. Ils le protègent très bien, mais c'est ça. Voilà, mais au final, ça n'avance pas, quoi. Le sport, il évolue pas. Et c'est pour ça que je suis content de
participer à ce changement et que voilà, tu vois, c'est entre nos mains, quoi. On n'attend plus personne. C'est fini, ça. Tu vois. Faut changer cette mentalité d'assistanat ou mais le paradigm shift, tu vois. C'est le paradigm shift. Et on le sent aussi. Effectivement, on est dans un moment où, et c'est peut-être une chance, elles sont rares, donc il faut la saisir, dans un moment où je pense que ceux en place ne comprennent pas que le vrai pouvoir est en train de glisser. Tout est en train de se décentraliser. Que ce soit les finances, je sais pas si tu suis un peu la crypto, ce qui se passe, tu vois, tout se décentralise. Et ne serait-ce que ce qu'on appellerait des influenceurs en boxe, tu vois, avant, il était impossible que, par exemple, un personnage comme moi émerge. À mon niveau, je redis encore une fois que mon niveau est on reste dans du confidentiel, ça, j'en conviens. Mais avant, je n'aurais jamais pu émerger. Et là, tu vois, je me répète, à mon niveau, je suis quand même une voix. Ouais. C'est la décentralisation des médias et des informations et tout ça, tu vois. Et donc, en fait, tu vois, vraiment les leaders d'opinion changent et s'en rendent pas compte, tu vois, parce qu'ils sont encore dans leur ancien monde où c'était très structuré, tu sais, et le leader d'opinion provient forcément du gros média, etc. Ça a explosé. Ça a explosé. Les leaders d'opinion, alors là on parle de boxe, mais on pourrait parler d'un autre sujet, mais là, en boxe, ça a complètement explosé. Et c'est-à-dire que le mec qui était une voix, une institution, par exemple l'écrivain, on va dire à l'équipe, mais prenons par exemple, pour pas faire de polémique, mais l'écrivain au journal de Montréal, de boxe, qui était connu de tous et qui avait pignon sur rue et qui était l'autorité, tu sais, qui était la voix d'autorité. Ça a complètement explosé, ça. Ça a complètement explosé. Et les gens viennent chercher des gens comme JC, des gens comme moi, des gens comme d'autres, et tout ça, et ils viennent comparer, et ils nous comparent. En fait, et pour les gens, on est à la même valeur et au même statut que les anciennes institutions. Exactement. Les anciennes institutions ont explosé. Et je pense que le prochain qui va exploser, c'est les institutions sportives françaises qui vont exploser. Exactement. Les gens, ils pensent qu'on veut devenir une fédération. Je reçois tellement de messages. Tu sais quoi, vous êtes une nouvelle fédération? Je veux mettre les choses claires. On n'est pas une fédération. On est indépendant. On est une compagnie américaine. Et tu pourrais pas. Et on veut rien avoir avec la fédération. On n'est pas contre eux. On n'est pas avec eux. On est neutre. On est comme la Suisse. C'est juste, t'es un maillon en termes de business entre deux parties pour les faire se rencontrer. C'est simplement ça. Tu fais rencontrer deux parties. C'est ça que un promoteur qui cherche un bon adversaire pour son mec. Voilà, là, tu vois, toi, tu as ton listing, tout ça, tu fais rencontrer des gens. C'est ça qu'il faut. Ouais. Et c'est pour ça que ça change, comme tu as dit, dans vos situations en termes de médias aussi, parce que c'est ça que vous faites. Vous êtes un médium, en fait, entre le public et les opinions. Donc, vous donnez aussi une voix à votre public. Vous les laissez dire ce qu'ils pensent et ils disent « Ah, oh, putain, ouais », tu vois. Et ça crée tout ce nouvel engouement autour de la boxe et ça bouge les choses, quoi, parce qu'ils disent « Ah ouais, en fait, c'est… » Tu vois, genre, il n'y a pas que une officielle version, il n'y a pas qu'une version, il n'y a pas qu'une vérité. C'est là que tu vois aussi, même pour nous, parce que bon, nous, on est le visage de communauté, tu vois. Mais moi, j'ai mon émission qui s'appelle La Libre Antenne, et souvent, des mecs qui participent au chat, qui sont des fans, ils viennent. Et puis moi, j'adore ça, parce que ça montre le niveau des fans. C'est ça. Et le fan français, il a un très bon niveau. Il connaît tout. Il a un très bon niveau, tu vois. Et c'est pour ça que quand le verrou de la langue on va réussir par le faire exploser, là, c'est fini. Ouais, ça va être. Là, c'est fini. Ouais, ça va exploser. Mais le MMA, c'est bizarre en France. Le MMA, ça marche super bien. Les gars, ils ont payé leur UFC Pass, tout est en anglais et tu vois.
Ouais. C'est marrant comment les fans sont un peu différents. Si on arrivait à avoir les mêmes fans du MMA en boxe, mon pote, la boxe, on pourrait faire des millions en France aussi, hein. Tu vois? Ouais, bien sûr, mais aussi, alors c'est pas pour les tacler, mais, mais chaque combat serait le combat du siècle chaque semaine. Ouais, Voilà, c'est un peu gavant avec nos amis ouais, c'est du vrai, MMA, c'est vrai. c'est un peu ça. Mais ça, c'est juste une question qualitative sur l'analyse. Je trouve le fan de boxe a un petit côté un peu plus conservateur et un peu plus, tu sais, mauvais esprit, qui est pas pour me déplaire. Je trouve le fan de MMA très prompt à vraiment plonger dans la hype dès qu'il le faut. Grave, il est Ouais, super enthousiaste, quoi, le ouais, ouais. mec. Parce que plus jeune, tu sais, parce que plus jeune, et tout s'explique, et c'est pas du tout un reproche, hein, mais tu fais seulement de la sociologie, forcément, c'est une culture plus jeune, c'est un public plus jeune, donc plus enthousiaste, Yep. tu vois, alors que nous, on est quand même un public euh, pas si jeune que Puriste. ça. Ouais, ouais, c'est plus des puristes, C'est très comprend le puriste, sport, tu vois. voilà, exactement, exactement. Donc c'est pas du tout le même délire. Et enfin, en tout cas pour la communauté qui me suit, on est très très puriste, très historien. Voilà. D'ailleurs, je fais une émission qui s'appelle la Discussion Hall of Fame où on refait des parcours de boxeurs. Et si ça prend 2 heures, ça prend 2 heures. Tu Mhm. vois. Là, on a fait la discussion Lennox Lewis. Voilà, mais on a fait Salvador Sanchez, on a fait Winky Nice. Wright, et bien d'autres. Winky Wright que j'adorerais avoir dans l'émission aussi, ça serait délire. Ce serait Voilà. lourd. Ça serait lourd, ça serait lourd, ça Ouais, serait lourd, vraiment. Voilà. Mais je ne désespère pas, il va venir, il va venir. Voilà. Donc non, non, c'est cool. Non, c'est enthousiasmant, tu vois. Il te manque plus qu'un un combat là qui arrive, et c'est tout. on est bon. Un petit combat et puis voilà, hein, ça va arriver. Je pense 2021, ça va se relancer et puis espérons 2022 un petit shoot pour le titre. Et Ouais. puis voilà, après à partir de là, je casse des bouches et puis on voit ce qui se passe. Bah, ça, on aime l'entendre dire. Alors, bon, tu es dans un état qui est un peu compliqué en ce moment, qui vit des choses compliquées. Pour t'entraîner, est-ce que parfois tu réfléchis à peut-être aller dans un autre état? Non, non, moi, Non. comme je t'ai dit, la gym, elle a 10 minutes. Tout le monde se fait tester chaque semaine. Comme ils vont dans la bulle pour les combats, tu vois, ils font grave attention. Donc, tout le monde se fait tester. Tu rentres pas si tu te fais pas tester, genre la semaine, tu vois. Ok. Ouais, ouais. Donc, tous les lundis, tu vas aller te faire tester, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ok. Moi, en général, ouais, lundi matin, tu y vas. Et après, moi, j'y vais le mardi, jeudi. Tu vois. Tu fais Parce 3 par que, semaine? non, 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 je dis, je vais me faire tester le lundi. Et Oui. après, je vais à la gym Ah, le d'accord. mardi et le jeudi. Après, je suis dans Ok. une autre salle. Mais D'accord. ouais, c'est compliqué, c'est quand même assez compliqué. Il y a des Oui. gyms, tu peux allier, mais c'est le masque. Non, merci, quoi. Je veux pas boxer avec un masque. Voilà. Voilà. C'est de la merde, c'est n'importe Ce qui m'est quoi. arrivé dernièrement, là. J'ai dû arrêter parce que ben, je suis tombé dans ma ville, là. Euh, Là, ils en sont à boxer avec des masques et non, non merci. Non, 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 merci, ouais. non, 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 je rentre pas dans ce nonsense, tu vois. exactement. Euh, mais est-ce que tu as eu des expériences de training camp en dehors de New York, non? On est parti à Porto Rico Ah, il y a quelques années de ça. raconte-nous ça. Ouais, Ça, c'est un beau c'était, voyage. oui et non. Enfin, c'était Ah, fun, c'était lourd. On est parti là-bas pour un genre de tournoi. C'était à la fin de notre carrière amateur. Euh, Tournoi Wilfredo Sanchez, I think. Something like this. Wilfredo Gomez. Gomez. Tournoi Wilfredo Gomez, on va là-bas et tout. Ouais, venez les gars, grosse chance, grosse opportunité, on va là-bas. On s'entraînait dur, on allait dans une gym à côté de chez Tito Trinidad, il faisait chaud de ouf, c'était genre tu t'entraînais dans un sauna. Les petits pour perdre du poids, ils se mettaient dans des boîtes genre en dessous des escaliers avec des planches en bois pour tu vois transpirer l'extra. Ils voulaient qu'on fasse pareil. Je vais mourir si je fais ça, tu vois. Bref, training camp de ouf, on arrive, on s'entraîne dur, on arrive au combat, on cartonne tout. On arrive, mon pote Romain Thomas aussi, poids léger de français qui était là avec nous à New York, qui est toujours là. Premier combat, il arrive, bing, premier round, il met le gars par terre, tu vois, genre KO, genre le compte, ils prennent leur temps, le gars se relève, bon, il se relève dur, il revient dur, il donne le gars gagnant.
on voit ça, on se dit, ok. Bon, on savait tout le monde, tous les gars genre, on était genre 8, 6 ou 8. On se regarde tous, on se dit, oh shit, on sait what's gonna happen, on sait ce qui va se passer. Ouais. Et donc, moi, je fais mon combat, tac, le gars me touche pas. Je te jure, il me touche pas. Sur 3 rounds, il me touche pas. Je fais mon round, pas, je le pique en haut, je le pique en bas, il me touche 0. Peut-être une fois, sur 3 rounds, une fois. Boum, il lève sa main. Je pars en rigolant, je dis, ah, ok, et tout, whatever. Pote Yuri, à son tour. Mon pote, il y va, tac, il casse la gueule, il fait du sale coup derrière la tête. L'arbitre, il arrête. Il fait, ah, écoutez, les gars, si vous continuez, j'arrête le combat. Finit le combat comme un chiffonnier, ça se cartonne, il le gagne, tu vois, pareil. Il lève la main du gars. Mon pote Yuri, putain, il me dit, comment ça et tout, tac. Il commence à faire des trucs comme ça à la foule. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il fait là? On n'est pas chez nous, on commence pas à faire le malin, tu vois. Il pète un câble, il est là, tiens, prends ça et tout. Oh, ça commence à chauffer, il y a une crew, tu vois, genre, il y a une foule qui se forme autour de nous, truc de ouf, tu vois, on a dû partir, s'échapper du truc, laisse tomber. Non, c'était marrant, le training camp, c'est de la bombe, on était dans un comme un resort, comment t'appelles un petit hôtel. Un petit hôtel, on était dans quand je dis un resort, on était un resort, bon, un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles. On était hôtel, piscine, casino, genre du lourd, tu vois. On a kiffé notre voyage, tu vois. À part qu'on s'est fait voler, on a kiffé quand on est parti. On est parti voir, il y a des trucs dans l'eau avec les planctons brillants, genre l'eau elle brillait et tout, c'était un truc de ouf. Bref. On a eu une grosse expérience, c'était sympa. Après, j'ai aidé, qui c'est que j'ai aidé? Récemment, j'ai aidé Tuerano Johnson pour son combat. Oh, alors, parle-nous-en parce que c'était contre. Jamie Munguia. Voilà. En plus, tu vois, ça fait mal au cœur. Johnson, c'est un good guy. C'est vraiment un bon. Ouais. Terrible blessure. Ouais. Et en plus, il prend les coups, il encaisse, mais il a travaillé tellement dur pour ce camp. Trop dur, je pense. Ah ouais. Ouais. Je crois qu'il a travaillé trop dur. C'était vraiment. On faisait des sparring, tu vois, et à la fin, le mec, il était rincé, quoi. C'était surentraînement, tu penses? C'est possible, ouais. Il y a des grandes chances, ouais. Et il a vraiment pas de chance, hein, parce qu'il a eu l'opportunité contre le mieux qui se fait pas non plus. Et c'est un mec qui aurait pu exploser, puis en fait, la plupart des gens ne connaissent pas, tu vois. Ouais. Il aurait pu exploser. Ouais, maintenant, on appelle ce qu'il fait une carrière B-side, quoi, malheureusement. Alors que Indongo vient de se faire contrer et au sol. Voilà. Alors lui, depuis Crawford, il est plus le même. C'est ça. Quand tu manges un gros KO comme ça, t'es plus le même. Depuis Crawford, parce qu'après, il y a Régis Prograis qui l'a tomisé aussi. Wow. Prograis, il s'entraîne sur New York aussi, Gliza. Ah ouais? Je crois, hein. Attends, ça me dit quelque chose, Prograis. Peut-être qu'il il est canadien, non? Non, c'est un mec de la Nouvelle-Orléans à Houston. Tu sais, il a combattu Josh Taylor il n'y a pas longtemps. Ah je confonds alors. Parce que j'ai l'impression qu'il s'entraîne au Gleason. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ouais. Oh, man. Bon, alors, toi, ta vie à New York, c'est pas trop compliqué. Je vois que tu as un beau portrait de Basquiat derrière toi. Yep. Ouais. C'est quelqu'un d'important pour toi? Parle-nous un petit peu de ce que tu aimes par la boxe. Ouais. Quand tu arrives à New York, tu te fais surtout Brooklyn, il y a une sorte d'influence. Moi, je connaissais rien à l'art, tu vois. Je m'en foutais. T'es là, tu vis ta vie de boxeur en France, tu fais ton truc. T'arrives ici et tu vois, tu te fais en fait, tu t'imprègnes de cette culture un peu street, le street art, le hip-hop, machin. Après, tu vois, tu veux savoir un peu c'est quoi l'histoire de telle place et t'entends, ouais, il y avait cet artiste, il faisait ci, et Basquiat, et c'est un nom à Brooklyn qui ressort souvent. Basquiat. Et je dis, ok, je vais regarder c'est qui ce mec-là, tu vois. Il a marqué. Et voilà, donc tu regardes le documentaire, après j'ai lu des livres, après je dis, ah ouais, non, le mec super intéressant, tu vois, haïtien, tu vois, ça me fait un peu penser à moi, tu vois, genre, c'est un mec, il est, tu vois, des îles, enfance difficile, bon, mon enfance, ça a été pas difficile de ouf, mais tu vois, je me reconnais sur quelques trucs et je dis, ah, c'est intéressant, et puis après tu le vois faire des photos de boxe, et puis tout son parcours, tu sais, du jeune New-Yorkais qui fait une ascension de ouf, c'est un peu inspirant, tu vois, le mec il sort de nulle part, et puis c'est l'artiste, le plus famous de l'ère New York, quoi, tu vois. Ouais.
Donc ouais, bah je visite pas mal de galeries d'art ici. On fait beaucoup de live music. On est dans le jazz. Tu vois, avec ma copine, on aime se faire des petits trucs comme ça. Tu te fais tu vois, il y a toute cette histoire New York. Tu vois, il y a une vibe à Brooklyn, le Bed-Stuy là où on est là. C'est une super vibe. Comme je te dis, bah il y a des. Ça fait partie pour ceux qui ont pas encore eu l'occasion d'y aller. J'espère que vous l'aurez quand le monde redeviendra normal. Ouais. New York, c'est un monde en soi. Ouais. C'est un monde en soi. Tu sais, tu peux pas vraiment dire si tu vas seulement à New York, tu peux pas vraiment dire je connais les États-Unis. Non, tu connais New York. Non, non. Voilà, c'est New York. Tu vois, New York, c'est New York. C'est ce genre de ville très très à part, mais tu sens une énergie. Enfin, tu débarques à New York. Moi, j'ai toujours débarqué à New York par Point Authority, tu sais, parce Ok. que à l'époque j'étais à Montréal et donc j'allais souvent à New York, mais je prenais le bus. C'était pas cher. Tu vois, on faisait des nuits de bus, tu sais, on descendait, on s'arrêtait Ouais. à Albany et après on arrivait à Point Authority, tu vois. Et quand tu arrives à New York, mais tu peux ne pas avoir dormi de la nuit Grave. ou être pas bien. Tu T'as cette débarques à New York, oh, Ouais. tu vas tout craquer, hein. Tu vas tout croquer, C'est ouf. c'est incroyable l'énergie de cette ville. Tu as une dynamique en fait, et comme tu as dit, tu as eu New York, chaque quartier Oui. a son énergie, a cette vibe. Like, c'est carrément, en fait, je m'en lasse jamais. Quoi. En fait, c'est une love-hate relationship aussi. Oui, aussi. Parce que il y en a des, genre, je m'en irai jamais de New York, tu as toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, tu apprends toujours des trucs, tu vois, récemment, je te donne un exemple, on visite des apparts, la nana nous explique l'histoire des brownstones et tout. J'ai kiffé. J'ai dit, oh, j'en veux plus. Tell me more, tu vois, dis-moi en plus. Elle disait, ouais, à l'époque, alors ce quartier, c'était beaucoup les Hollandais. Donc, tu voyais, finition en bois autour de la porte, c'est parce que c'était les gens de Hollande. Et puis, tu vas 2-3 blocs plus loin, c'est les Anglais. Et donc, tu vas retrouver ce truc-là. Donc, quand tu vois les escaliers comme ça, tu te dis, non, putain, mais ça déchire. Et je veux habiter là maintenant. Et genre, voilà, chaque petit quartier a sa vibe. Les personnes aussi, les mentalités, tu vois, tu vas te parler dans la rue, quand tu marches dans Bed-Stuy, les gens ils disent hey, what's up, how you doing? Genre, quand moi je suis arrivé la première année à New York, je dis qu'est-ce qu'il veut lui? What? Il m'a dit bonjour là. Genre, j'étais choqué. En France, ton voisin il dit pas bonjour, limite il te regarde, tu vois. Donc, je suis arrivé ici, il dit hey, comment ça va, what's up et tout. Donc, ça déchire ça. Et puis, ouais, comment ça a été ta semaine? Et après, ça devient tes potes. Et puis après, tu vas dans la rue, tu vois des chaises et il y a marqué free, s'il vous plaît, prenez et tout. Donc, bah, tes premières années à New York, tu te meubles gratuit parce qu'il y a des trucs gratuits dans tous les coins de rue. Tu nettoies un peu et voilà, t'es refait, quoi, tu vois. Et il y a cette vibe, il y a cette énergie où c'est complètement différent de la France. Quand tu arrives ici, tu te dis non, mais je vais passer ma vie. Et après, bon, là, ça fait presque 10 ans que je suis là. Je dis non, fuck this. Je peux pas, je peux pas, genre, la qualité de vie au long terme, elle est usante. Et c'est plus pour les jeunes actifs, dynamiques, tu veux faire de l'argent. Ah, c'est une ville jeune. Hein. C'était ce genre de ville où en même temps, quand tu vis ta jeunesse, enfin voilà, tu vois New York, Montréal, Paris. Bon, c'est là que tu veux être. Voilà, c'est là que tu veux être et tout. Après, tu vis, t'as une famille et tout. Après, tu réfléchis, mais il n'y a pas mieux pour une vie de jeune adulte. Il n'y a pas mieux il y a difficilement mieux que New York. Hein. Clair. Difficilement mieux. Hein. Si vous cherchez un endroit, bon là avec Covid et tout est en train de changer, mais s'il y a un endroit où aller une fois dans sa vie, au moins passer genre 2-3 mois, genre faire une expérience, c'est New York. Ça va tellement te rapporter, genre t'enrichir, que ce soit culturellement, je sais pas, tu vois, tu rencontres des personnes de partout. Genre moi, tu vois, je traîne avec des Italiens, ma copine c'est une Ukrainienne, le Delhi c'est un mec du Yémen. Enfin, tu vois, il y a un melting pot que en fait, c'est comme nulle part ailleurs, quoi. Et puis l'urbanisme fait que t'es ensemble. Il y a d'autres villes américaines, tu vois, où c'était plus difficile d'avoir le même délire qu'à New York. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé une ville américaine qui avait le même délire que New York. C'est parce que c'est proprement impossible. Voilà. Moi, j'ai une petite anecdote et je te laisserai là-dessus parce que j'ai une histoire avec New York. Ça se passe et c'est une histoire de boxe aussi. Et ça se passe le 1er mai 2010. Je sais pas si tu étais déjà à New York. J'étais en stage en juin 2010 à New York. En juin. Ah, bon, voilà, moi, c'est le 1er mai 2010. Donc, j'étais dans un trip à New York pour quelques jours. Comme je te le disais, je le faisais souvent à Montréal. Tu sais, très, très souvent, genre, tous les 3 mois, tu sais, je descendais à New York, quoi. Un truc comme ça. Et puis là,
bon, pareil, gros week-end à New York et tout. Et il faisait, c'était la première canicule de l'année. 1er mai, il faisait déjà chaud. Et New York, quand tu tapes une canicule, même voilà. L'été, il est horrible. Donc, on était un samedi après-midi et on va près de Times Square parce que j'étais avec un pote de l'époque et le mec il avait une lubie, il fallait qu'il aille, tu sais, dans le grand magasin de jouets. Times Square. Ouais, et tout. Et moi, je m'en tapais, franchement, et tout. Mais bon, alors je le suis dans le délire. Et puis, on n'arrive pas à le trouver, alors que franchement, il n'est pas difficile à trouver. On n'arrive pas à le trouver. Et donc, on tourne dans le quartier, tout ça, et on tourne et dans une rue qu'on passe plusieurs fois. Et puis, on rentre dans le magasin et tout ça. Et puis après, on ressort, on repart sur cette même rue. Mais là, bizarrement, plus personne. Tu vois, plus personne et tout. Mais nous, on capte pas. Je fais, putain, c'est quand même un samedi fin d'après-midi, il n'y a plus personne et tout. Le copain commence à lâcher sa clope et tout. En bon français, il se pose sur un accoudoir et tout ça. Et puis là, je vois un immense flic, énorme. Putain, qu'est-ce qu'il nous veut, lui, et tout. Donc, vraiment, je captais que dalle, tu vois. Et le gars, il nous a attrapés, mais il était tellement immense qu'il nous a attrapés comme ça. Il nous a soulevés. Et c'était une masse, le gars. Honnêtement, il devait faire 2,5 m, un truc comme ça, 130 kilos ou 140, je sais pas. Boum, et tout. Wow, putain, on se fait arrêter parce qu'on pour une clope, on captait toujours pas. Puis là, on s'aperçoit que une masse de gens et tout Times Square a été repoussé et il nous met derrière des barrières et tout et on comprend pas et personne ne comprend et tout ça et on comprend pas et il y a plein de gens, tu sais, qui ont leur ticket pour aller au music hall parce que c'était dans le quartier Times Square, et ils peuvent pas passer, tout est interdit, tout est complètement coupé. Putain, c'est quoi ce délire et tout. Puis bon, la soirée commence et il y avait Mayweather Mosley. Je fais, hey, fuck that, on va pas essayer de chercher comprendre plus. On a pris le métro, puis on allait dans un bar sportif, le voir. On arrive, le bar sportif était rempli, tout. On était à la vitrine en train de regarder, tu vois, tout ça. Et puis, comment dire, le combat se fait. On est fou parce que tu vois, il y a la fameuse droite de Mosley. Et moi, je l'ai vécu sur le trottoir avec tout le monde, mais le trottoir était rempli de mecs qui regardaient parce que les écrans, on voyait à travers la vitrine, on voyait, donc on était tous dehors en train. Quand il a mis sa droite, mais je te jure, tout le monde a sauté comme ça. Boum. On a passé un round, on y croyait, on y était. Bon, le combat finalement se passe et tout ça. Et à la fin, il y a eu une petite coupure sur l'écran. Coupure. En fait, il y avait une tentative d'attentat. Il y avait une voiture piégée. Et cette voiture piégée, on s'était arrêté pour fumer une clope. Tu vois, c'était la voiture piégée. C'était un gros truck. C'était un gros truck noir qui n'avait pas explosé. Tu vois. Et donc là, je remets tout en place. Je réalise, putain, la sueur froide que j'ai eue. Je te jure, et j'étais pas trop bien et tout. Il m'a fallu mettre, tu sais, mais quelques minutes pour, putain et tout. Et là, vas-y, on s'est dit, on a fait tous les bars, champagne, parce qu'on était encore vivants, tu vois. Donc financièrement, j'ai mis 1 an à m'en remettre et tout, mais voilà, on a échappé à un attentat à New York sans vraiment le savoir, et Mayweather est resté invaincu. Ouais. Et ça, voilà. Et tout, mais tu vois, New York, c'est une histoire. Mais quand tu vas à New York, tout le monde a une histoire par rapport à New York. Tout le monde a une histoire. Donc vraiment, je vous le conseille. Vous allez voir Fred à New York. Allez lui rendre visite. Vous êtes les bienvenus. Bientôt, les stages d'entraînement à New York. Ah bah tu vois. On est là. L'espace, il est là. Voilà. Ah, ça me tente bien. Tu vois. Là, tu es en train de me titiller là. Dès que tout est ouvert, let's go. Je vais voir avec ma femme et les enfants comment on peut négocier ça. Voilà. Bah écoute, en tout cas, Fred, The French
Revolution, ça pète quand même. Tu as fait un bon branding de ton The French Revolution, tu as bien fait de le prendre. Voilà, donc c'était un plaisir, c'était une discussion superbe. Merci. Merci à toi. Merci. Là, le combat va commencer, je vais le commenter. Et puis, écoute, tu es le bienvenu une prochaine fois. Et même si toi, tu désires revenir parce que tu as quelque chose à dire, l'antenne t'est ouverte. Je te remercie énormément, Fred, de ce très bon moment. Et puis, je te souhaite le meilleur dans tes projets. Merci. Toi aussi, continue ce que tu fais. Merci à toi, Fred. Allez, ciao.